la parole. Je vais passer la parole à Guy Mounet. Donc, bonsoir à tous, chers amis et camarades. Bienvenue et merci à tous ceux qui ont contribué à la réussite de ce banquet. Depuis plusieurs années, nous nous retrouvons nombreux lors de cette rencontre fraternelle organisée par des militants et des sympathisants lutte ouvrière de plusieurs villes et entreprises du Val-de-Marne. Cela prouve que notre courant existe bel et bien, même si c'est dans un monde loin des médias, celui des usines et des quartiers populaires. Les idées que nous portons, les combats que nous menons sont précieux, irremplaçables, car les travailleurs doivent côtoyer et pouvoir compter sur des hommes et des femmes qui ne baissent pas les bras et qui soient contre vents et marées à leur côté. Tout d'abord pour lutter au quotidien contre les licenciements, les salaires de misère, les problèmes de logement, la dégradation des transports, des écoles et collèges, c'est-à-dire pour contrecarrer l'offensive du patronat et du gouvernement qui veulent nous convaincre que l'avenir, c'est la démolition du droit du travail, c'est le retour 1 ou 2 siècles en arrière. Nous sommes des militants ouvriers et pour cette raison, nous sommes aussi des militants communistes luttant pour changer le monde. Nos valeurs ne sont pas celles qui sont distillées aujourd'hui. Ce sont des valeurs de progrès et de fraternité, à l'opposé des idées nationalistes et racistes, communautaristes et sexistes, qui sont autant de poisons pour les travailleurs. C'est sur cet aspect que je voudrais d'abord m'arrêter quelque peu. En cette période de crise, la trahison des partis de gauche et la démission des directions syndicales ont laissé le champ libre au développement de 2 variantes réactionnaires. L'une avec le Front National qui exploite les préjugés anti-immigrés, l'autre avec des organisations intégristes qui tentent de mettre sous leur coupe ce qu'ils appellent leur communauté. Ces 2 variantes ont un point commun. Elles sont des dangers mortels pour les travailleurs. Aux jeunes des quartiers populaires, rejetés, stigmatisés, avant même d'avoir eu le temps d'être adultes, les intégristes disent « vous êtes rejetés parce que musulmans ». Eh bien nous leur disons tout autre chose. Nous leur disons « vous n'êtes pas rejetés parce que musulmans ». Les milliardaires musulmans, saoudiens ou koweïtiens sont au contraire très bien accueillis ici. La discrimination ne frappe en fait que les pauvres. Vous êtes rejetés, précarisés, exploités parce que vous êtes des enfants de travailleurs vivant dans un monde sans travail. Alors si vous voulez lutter contre l'exclusion, contre la précarité, contre l'exploitation, votre place est avec nous, avec l'ensemble des travailleurs, quelle que soit leur origine, leur nationalité ou leur religion. Le Front National, l'autre variante réactionnaire, tient un discours qui, par bien des aspects, est symétrique à celui des intégristes. Son principal programme est d'exonérer le patronat de toute responsabilité. Et pour ce faire, il désigne des boucs émissaires, les étrangers, l'islam, afin de renforcer les divisions et les haines entre les travailleurs. Le capitalisme a toujours reposé sur la mise en concurrence des travailleurs. Karl Marx, dans le manifeste du Parti communiste, publié en 1848, expliquait déjà « Les ouvriers contraints de se vendre au jour le jour sont une marchandise. Un article de commerce comme un autre. Ils sont exposés par conséquent à toutes les vicissitudes de la concurrence, à toutes les fluctuations du marché. » Et il ajoutait « Le salariat repose exclusivement sur la concurrence des ouvriers entre eux. » Il y voyait le principal frein à l'organisation du prolétariat en classe et donc en parti politique. Voilà pourquoi être communiste, c'est lutter contre tout ce qui divise et qui morcelle les travailleurs. La crise actuelle met plus que jamais les travailleurs en concurrence les uns avec les autres. Pour obtenir un emploi, même un stage non payé, un logement, une place en crèche, il faut jouer des coudes, il faut des aides ou des pistons. Marine Le Pen promet, en échange de leur voix, le plus gros piston.
Elle promet de pistonner tous ceux qu'elle nomme ses compatriotes. Elle appelle cela la préférence nationale. En plus de la division et de la concurrence qu'introduit le capitalisme dans la vie quotidienne des travailleurs, la propagande du Front National veut introduire cette division dans les têtes. Un travailleur qui veut voter Le Pen parce qu'elle, au moins, on ne l'a pas essayé, c'est un peu comme un joueur qui, après s'être fait plumer au poker par des tricheurs professionnels, décide de jouer avec d'autres à la roulette russe pour essayer. Nous lui disons, non seulement ils sont aussi tricheurs que les précédents, mais en plus tu risques bien plus gros. Et nous ajoutons, que l'on s'appelle Pierre, Annie, Mohamed, Fernando ou Fatoumata, qu'on soit ouvrier, employé, femme de ménage, enseignant ou ingénieur, il faut rejeter tous les marchands d'illusions. On se connaît, on a la même vie, on vit dans les mêmes quartiers, on travaille dans les mêmes entreprises. Ensemble, on a les moyens de mettre fin au pouvoir des profiteurs, des parasites du travail humain. C'est notre travail qui crée le capital et pas l'inverse. Nous le savons aujourd'hui, ce sont plutôt les idées nationalistes, xénophobes, réactionnaires qui semblent se développer. Mais nous en sommes convaincus, cela changera. Toute l'histoire du mouvement ouvrier est marquée par ce mouvement de balancier entre d'un côté concurrence et de l'autre côté union des travailleurs. Je cite encore le manifeste communiste qui disait « Cette organisation du prolétariat en classe et donc en parti politique est sans cesse détruite à nouveau par la concurrence que se font les ouvriers entre eux. Mais elle renaît toujours et toujours plus forte, plus ferme, plus puissante. Et cela, c'est déjà maintes fois vérifié. Parce qu'il y avait des militants, des partis qui défendaient cette nécessité. L'exemple nous viendra peut-être des travailleurs grecs. La récente victoire de Syriza en Grèce est un camouflet à l'idée que les peuples sont résignés et incapables de relever la tête. Depuis 2008, la bourgeoisie grecque et derrière elle les financiers européens ont saigné la population avec une violence inouïe. Le chômage a explosé pour atteindre 25%. 2 à 3 millions de personnes n'ont plus aucune couverture sociale. Des milliers de fonctionnaires ont été licenciés. Le salaire minimum, qui était de 751 € est passé à 586 en 2012 et même 489 pour les moins de 25 ans. Ceci alors que le coût de la vie en Grèce est à peu près équivalent à celui des autres pays européens, notamment la France. Les pensions de retraite ont diminué en moyenne de 45%. Les entreprises publiques ont été bradées au privé, les services publics saccagés. Alors, en portant au pouvoir un parti qui disait non à l'austérité, la population grecque a fait un geste fort. Elle a refusé de céder au chantage des huissiers, des banquiers qui opèrent pour le compte de la bourgeoisie grecque et européenne. Tsipras, le nouveau Premier ministre, a annoncé le relèvement du salaire minimum de 170 €, un 13e mois pour les pensions inférieures à 700 €, l'arrêt des privatisations, la réembauche de milliers de fonctionnaires et la distribution de bons d'alimentation. La bourgeoisie grecque a tout de suite réagi en retirant 14 milliards d'euros des banques. Quant à la Banque centrale européenne, elle a coupé la principale source de financement des banques grecques et menace d'asphyxie l'État grec. Cette même Banque centrale européenne qui vient de mettre à disposition des banquiers européens la somme démesurée de 1100 milliards d'euros. Cela pour recycler les titres spéculatifs dont ils ne veulent plus. Elle inonde d'argent les institutions financières. Mais quand un gouvernement ose tenir ses promesses, il est traité d'irresponsable et menacé d'étranglement. Cette bourgeoisie qui ne paye ses impôts ni en Grèce ni ailleurs, qui appelle sans vergogne l'État et les banques centrales à la rescousse dès que ces opérations spéculatives tournent mal, eh bien cette bourgeoisie rentière et parasitaire pousse de hauts cris à l'idée qu'un seul centime d'argent public lui échappe au profit d'un ouvrier ou un retraité grec. Tsipras n'est pas un révolutionnaire, il le dit lui-même. Mais pour aussi limitées qu'elles soient, les mesures élémentaires annoncées par son gouvernement devront être arrachées à la bourgeoisie et imposées par la mobilisation des travailleurs.
Alors oui, dans cette épreuve de force qui ne fait que commencer, nous sommes entièrement du côté des travailleurs grecs. Nous rejetons tous ceux qui veulent nous opposer à eux, au prétexte que s'ils ne payent pas leurs dettes, cela coûtera 600 € par Français. En Grèce comme en France, ce ne sont pas les travailleurs qui ont creusé cette dette, mais les capitalistes, les financiers. Alors à Paris comme à Athènes, c'est à eux de la payer, pas aux salariés, pas aux chômeurs, pas aux retraités. Ici, en France, les 3 premières années de Hollande auront été celles d'un recul considérable du droit du travail et des conditions d'existence des classes populaires. La première catastrophe est bien entendu l'envolée du chômage et de la précarité. Le nombre officiel d'inscrits à Pôle emploi est aujourd'hui de 5,8 millions rien qu'en métropole. En moyenne, il y a près de 30 000 demandeurs d'emploi de plus par mois, l'équivalent d'une grosse usine de 1000 salariés qui disparaît chaque jour. Le chômage et la menace qu'il fait planer est le principal facteur de la dégradation des conditions de travail, de la pression pour produire toujours plus vite. Combien de salariés, y compris parmi les jeunes diplômés, sont en burn-out, en épuisement professionnel? Le gouvernement Hollande-Valls continue méthodiquement la démolition des droits qu'1 siècle et demi de luttes ouvrières avait arrachés. La dernière attaque contre le monde du travail, c'est le projet de loi Macron, un ensemble de mesures totalement au service du patronat et de la finance. Généralisation du travail du dimanche, facilitation des licenciements économiques, suppression programmée des conseils des prud'hommes, remise en question de la médecine du travail et du dépistage des maladies professionnelles. En fait, le patronat transmet ses désirs, on devrait dire passe ses commandes, et le gouvernement s'empresse d'obéir. Jusqu'à présent, le prétexte à tous les mauvais coups était le remboursement de la dette. Hollande ajoute maintenant ce qu'il appelle l'esprit du 11 janvier, c'est-à-dire la récupération de l'émotion générale suscitée par la barbarie des massacres perpétrés il y a tout juste un mois. Son objectif, nous faire accepter toujours plus de sacrifices au nom de l'union nationale. Mais pour nous, les travailleurs, la seule union valable est la nôtre pour se défendre face aux exploiteurs. Pas question d'union avec eux et derrière eux. Depuis 2 ans et demi, on a vu de nombreuses catégories de la petite ou moyenne bourgeoisie descendre dans la rue. Des pharmaciens, des avocats, des taxis, des notaires, des huissiers, des médecins. Les grands patrons et le MEDEF, eux, n'ont pas besoin de battre le pavé et de s'égosiller dans la rue. Ils disposent d'une ligne directe à l'Élysée. Quant à notre classe, la classe ouvrière, elle est la grande absente des mobilisations, alors même qu'elle subit un recul historique de ses conditions d'existence. Le poids de la crise n'explique pas tout. À l'évidence, le gouvernement bénéficie de la complicité des confédérations syndicales ouvrières. Si celles-ci avaient eu le 10e de la combativité des représentants des patrons, nous n'en serions pas là aujourd'hui. La classe ouvrière paye aussi le découragement de nombreux militants, en particulier des militants du Parti communiste. Combien de militants du PCF ont raccroché après l'expérience Mitterrand, puis après celle de Jospin, écœurés de devoir défendre la politique d'un gouvernement anti-ouvrier auprès de leurs camarades de travail. Ces militants manquent aujourd'hui face au patronat, face à la montée des idées individualistes, réactionnaires, obscurantistes. L'avenir de l'humanité ne peut se construire avec de telles idées. Et pour notre part, nous sommes persuadés que l'avenir appartient aux idées communistes qui seules peuvent permettre de comprendre le monde afin de pouvoir le transformer. De nombreux jeunes et moins jeunes, intellectuels ou travailleurs, sont inquiets, révoltés par l'évolution de la société, par la montée brutale des inégalités sociales, de la misère, des guerres,
des idées d'extrême droite et de la menace que le capitalisme fait peser sur les générations présentes et futures. Et cela alors que jamais l'humanité n'a disposé d'autant de moyens techniques et scientifiques. Tous les fléaux que génère le capitalisme ont une même racine, le fait que l'ensemble des décisions économiques soient prises en fonction d'un seul critère, la loi du profit, et non pas en fonction de l'intérêt général. Ces tares ne pourront disparaître qu'en supprimant la propriété privée des moyens de production et en abolissant l'exploitation de l'homme par l'homme. C'est pourquoi être communiste est la seule façon d'être conséquent quand on veut lutter contre l'exploitation. Pardon. Oui, c'est la seule façon d'être conséquent quand on veut lutter contre l'exploitation, contre la misère et contre toute forme d'oppression et de discrimination. C'est ce combat que nous, Lutte ouvrière, nous vous proposons de mener ensemble. Debout les forces de la faim.